Voilà, alors je vais vous parler d'un poème de Paul Valéry qui s'appelle Le cimetière marin. Et avant de commenter ce poème, je vais dire deux mots du poète Paul Valéry. C'est donc un poète de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Il est mort en 1946 et il avait la réputation d'être assez obscur, assez difficile d'accès. La réputation d'écrire des poèmes difficiles à comprendre, enfin incompréhensibles. Et je vais essayer de vous prouver le contraire en expliquant le mieux possible ce poème, Le cimetière marin, qui lui aussi est réputé pour être le plus compliqué que Paul Valéry ait écrit. Alors je me lance comme ça directement dans l'analyse strophe par strophe. Première strophe. Ce toit tranquille où marchent des colombes, entre les pins palpite, entre les tombes, midi le juste y compose de feu la mer toujours recommencée. Ô récompense après une pensée qu'un long regard sur le calme des dieux. Alors, il s'agit tout de suite de comprendre où on est, qui est-ce qui parle, que voit-il. Et les quatre premiers vers nous donnent une explication confuse qu'il s'agit de démêler. Ce toit tranquille où marchent des colombes. Donc on a un toit, a priori une surface inclinée, on voit ce toit, il y a des colombes qui marchent dessus, donc des petites formes blanches qui marchent sur ce toit. Et ce toit tranquille, nous dit le poème, entre les pins palpite. Donc il y a des arbres, a priori des arbres qui sont assez verticaux, entre les tombes aussi, donc il y a des pins et des tombes, a priori le poème s'appelant Le cimetière marin, nous sommes donc dans un cimetière. Et le poème nous dit ensuite, midi le juste y compose de feu la mer toujours recommencée. Alors toujours recommencée parce que la mer, eh bien, elle a un mouvement perpétuel. Mais alors quel est le rapport entre ce toit tranquille et la mer toujours recommencée? Eh bien, c'est que le poète, là où il est, celui qui parle, voit la mer depuis le cimetière, qui est sans doute sur une petite colline, et donc la mer lui apparaît comme un pan incliné, hein, quand on est loin de la mer et qu'on la domine un peu, on a l'impression que la mer est debout en face de nous, donc comme un toit. Et pourquoi où marchent des colombes? Eh bien, sans doute parce que les colombes, ce sont les voiles, les bateaux au loin, qui font comme des petites colombes qui marchent sur le toit. Et enfin, pourquoi le toit palpite-t-il au vers 2? Eh bien, c'est parce que le soleil frappe la mer en plein midi, hein, c'est marqué midi le juste, et que le soleil qui frappe la mer donne tout un tas de scintillations sur la mer. On a tous vu ça déjà. Donc voilà pour ces quatre premiers vers. On a donc quelqu'un qui est dans un cimetière, a priori sur une petite colline donc, et qui voit la mer qui scintille de mille feux à midi. Et les deux derniers vers de la strophe. Ô récompense après une pensée qu'un long regard sur le calme des dieux. Donc il est dans un état méditatif, serein, et il est content de cette image, il est content de cette pensée qu'il vient d'avoir que la mer était comme un toit qui lui faisait face. Image originale. Je continue, deuxième strophe. Quel pur travail de fins éclairs consume maint diamant d'imperceptible écume, et quelle paix semble se concevoir. Quand sur l'abîme un soleil se repose, ouvrage pur d'une éternelle cause, le temps scintille et le songe est savoir. Alors là, on entre dans un domaine déjà un peu plus méditatif, un peu plus compliqué, mais on va quand même essayer de comprendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quel pur travail de fins éclairs consume maint diamant d'imperceptible écume. C'est une phrase exclamative, comme on dirait oh quelle belle maison, le poète se dit quel pur travail de fins éclairs consume, etc. Donc évidemment le pur travail des fins éclairs qui consument plein de diamants d'imperceptible écume, ça c'est la description de la scintillation de la mer frappée par le soleil en plein midi. Et ensuite au vers 3, et quelle paix semble se concevoir. Là, le poète nous parle de lui-même, il est dans un état paisible, mais le mot qu'il convient de remarquer, c'est le mot concevoir. Quand on est dans un état paisible, on ne conçoit pas véritablement cette sérénité. On la ressent, mais lui, il la conçoit. Ça veut dire qu'en fait, il est quand même en train d'imaginer quelque chose, hein. Il est en train de produire une pensée. Quand sur l'abîme un soleil se repose, c'est toujours l'image
du soleil, qui se repose sur l'abîme, c'est-à-dire sur la mer, la profondeur de la mer. Ouvrage pur, ouvrage au pluriel, ouvrage pur d'une éternelle cause, l'éternelle cause c'est encore le soleil, et les ouvrages purs c'est tous les petits diamants qui scintillent. Dernier vers, le temps scintille et le songe est savoir. C'est-à-dire que le poète est dans un état de telle contemplation qu'il y a une parfaite adéquation entre ce qu'il regarde et lui-même. Le temps qu'il ressent, le temps qui passe scintille comme la mer, il sent que le temps qui passe est en train de scintiller comme la mer, il est vraiment hypnotisé par ce spectacle. Et le songe est savoir, et ça fait écho à la rime concevoir, c'est-à-dire que ce qu'il pense, ce à quoi il rêve, son songe, a la netteté d'un savoir. Voilà où on en est à la strophe 2. On continue. Stable trésor, temple simple à Minerve, masse de calme et visible réserve, eau sourcilleuse, œil qui gardes en toi tant de sommeil sous un voile de flamme. Ô mon silence, édifice dans l'âme, mais comble d'or aux 1000 tuiles, toi. Ah, à la fin de cette strophe, il y a le mot toi, T-O-I-T. Ce toi qui était si énigmatique au début du poème. Qu'est-ce que c'était que ce toi? On n'avait pas bien vu, c'était un pan incliné, bon, on a fini par découvrir que c'était la mer. Mais là, il va y avoir une confirmation de l'idée qu'on avait eue. Donc on reprend. Stable trésor, temple simple à Minerve. Mais de quoi il parle? Qu'est-ce que c'est que ce stable trésor, cette masse de calme et visible réserve, etc. Eh bien, encore une fois, c'est la mer. La mer, c'est un stable trésor. Tout ce qu'il y a en dessous de la surface de la mer, c'est un trésor immense, et a priori, il est stable. Temple simple à Minerve. Alors Minerve, dans la mythologie romaine, c'est la déesse de la sagesse, de la clairvoyance, de l'intelligence. Et en quoi la mer est un temple à Minerve? Eh bien parce que la mer, dans ce qu'elle recèle d'énormes trésors, recèle une forme de sagesse. Masse de calme, eh bien oui, la profondeur de la mer, elle est calme, c'est qu'en surface où elle est agitée. Et visible réserve, là encore référence à l'énorme trésor de la mer. Eau sourcilleuse, je reprends, c'est encore la surface, parce qu'à la surface, l'eau n'est pas tranquille. On a dans ces trois premiers vers un rapport entre toujours la profondeur et la surface. Hein. Stable trésor, temple simple à Minerve. Masse de calme, ça c'est la profondeur. Et visible réserve, quand on la voit, ça veut dire que c'est déjà la surface. Eau sourcilleuse, là encore la surface. Œil qui gardes en toi tant de sommeil sous un voile de flamme. Un œil qui garde en lui, donc a priori il est fermé, il garde en lui tant de sommeil, donc encore une fois un rapport à la profondeur, sous un voile de flamme, et on vient de nous décrire à la strophe d'avant la mer comme un voile de flamme, c'est-à-dire avec plein de petits diamants qui scintillent très fort. Et il dit que tout ça, donc la mer comme le rapport de la profondeur à la surface, c'est mon silence, édifice dans l'âme. Donc il compare son âme, le lieu de ses pensées, de ses réflexions, de ses sentiments, à la profondeur de la mer et à la surface de la mer. Donc âme en tant que profondeur et surface de moi-même. Et c'est pas fini. Ô mon silence, édifice dans l'âme, mais comble d'or aux 1000 tuiles, toi. Ça veut dire que là, il se place au milieu de son âme et donc au milieu de la mer, puisqu'on vient de voir le parallèle entre l'âme et la mer. Donc le toit de la mer, la surface de la mer, maintenant, il est véritablement au-dessus de lui. Il se pense comme étant au milieu de la mer, ou peut-être même au fond de la mer, avec un toit qui est la surface de la mer, qui le domine. Évidemment, c'est une image, il se pense comme ça de manière spirituelle. Je continue. Temple du temps qu'un seul soupir résume. À ce point pur je monte et m'accoutume, tout entouré de mon regard marin. Et comme au Dieu, mon offrande suprême, la scintillation sereine sème sur l'altitude un dédain souverain. Alors ça, c'est assez énorme, ce que fait cette strophe. Il recommence à parler de la mer au début. Temple du temps qu'un seul soupir résume. Il y a encore une fois l'adéquation entre ce qui se passe en lui et à l'extérieur de lui, ce qu'il regarde. Temple du temps qu'un seul soupir résume, mon soupir résume le temps tout entier.
À ce point pur, donc à ce point pur de méditation, de contemplation, je monte et m'accoutume. Donc c'est pas un fait exceptionnel, je suis là assez tranquille. Tout entouré de mon regard marin, ça c'est limpide, il y a la mer qui est autour de lui. Et comme ô Dieu, mon offrande suprême, la scintillation sereine sème sur l'altitude un dédain souverain. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On est monté au niveau des dieux. Le poète dit je suis devenu l'égal des dieux. Ça, c'est une première hypothèse. La seconde hypothèse, c'est au contraire d'affirmer que les dieux sont parmi nous. Au niveau de méditation, de clairvoyance où est arrivé le poète, il se sent l'égal des dieux. C'est ce qu'il nous dit. Et il passe par la métaphore de la mer pour nous dire tout ça. Je relis la strophe parce que celle-là, elle est compliquée. Temple du temps, qu'un seul soupir résume. À ce point pur je monte et m'accoutume, tout entouré de mon regard marin. Et comme ô Dieu mon offrande suprême, la scintillation sereine sème sur l'altitude un dédain souverain. Les trois derniers vers, même les deux derniers vers, sont d'une intensité énorme. Sur l'altitude, un dédain souverain. La mer, c'est le degré d'altitude 0. Eh bien, la mer dédaigne l'altitude parce qu'en gros, elle n'en a plus besoin. La mer, on vient de dire à la strophe d'avant que c'était mon âme. Mon âme n'a plus besoin de s'élever pour se sentir l'égal des dieux. Non, elle reste là et l'altitude, finalement, elle s'en fiche. Elle est très bien là où elle est, mon âme. Elle est sur terre et elle se sent en pleine possession de ses moyens. Je continue. Comme le fruit se fond en jouissance, comme en délice il change son absence dans une bouche où sa forme se meurt, je hume ici ma future fumée, et le ciel chante à l'âme consumée le changement des rives en rumeur. Alors là, il nous parle d'autre chose. Il nous a parlé de la mer pendant 3 strophes, de son âme. On a donc bien le tableau, il est là, dans un cimetière, il regarde la mer lui apparaît profonde comme son âme. Et maintenant, il parle d'un fruit qui se fond en jouissance, etc. Eh bien, il y a fort à parier que ce fruit qui meurt dans la bouche, etc., cette métaphore du fruit qui disparaît quand on le mange, c'est une manière d'évoquer tout simplement la mort. Et c'est confirmé au vers 4 de cette strophe. Je hume ici ma future fumée, quand je serai mort, parti en fumée. Et le ciel chante à l'âme consumée, encore une fois l'image de la mort, le changement des rives en rumeur. On va revenir sur ce vers. Mais en tout cas, les 5 premiers vers, c'est l'évocation de la mort. Je les relis. Comme le fruit se fond en jouissance, comme en délice il change son absence, dans une bouche où sa forme se meurt, je hume ici ma future fumée, et le ciel chante à l'âme consumée, le changement des rives en rumeur. Le changement des rives en rumeur, ce dernier vers, il est un peu énigmatique, et moi, je crois que le poète nous prépare à une image qui va revenir après dans le poème, en tout cas à une considération, c'est que la frontière qui sépare la vie et la mort est floue. Le changement des rives, c'est quelque chose de strict, une rive, en rumeur. On ne sait pas trop où ça se passe, ça devient une rumeur. Donc, dans cette strophe, il évoque la mort comme quelque chose avec qui il arrive à entrer véritablement en communication, en tout cas à la rendre moins directement étrangère à lui-même. On continue, et on n'oublie pas qu'il se trouve dans un cimetière. Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change. Après tant d'orgueil, après tant d'étranges oisivetés mais pleines de pouvoir, je m'abandonne à ce brillant espace. Sur les maisons des morts, mon ombre passe, qui m'apprivoise à son frêle mouvoir. Ben là, on a la confirmation de ce qu'on pensait, il parle bien de la mort. Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change. Mais changer, ça veut dire vieillir. Et vieillir, ça veut dire se préparer à mourir. On a déjà l'idée ici que, en fait, être vivant, c'est être, même très lentement, en train de mourir. Après tant d'orgueil, eh bien oui, il se croyait l'égal des dieux, à la strophe d'avant. Après tant d'orgueil, après tant d'étranges oisivetés, mais pleines de pouvoir, là aussi, c'est encore l'évocation de sa croyance qu'il était lui-même un dieu. Une étrange oisiveté pleine de pouvoir, c'est ça, c'est un dieu. Le dieu est là, dans toute sa paresse, il est complètement oisif, mais quelle puissance! Je m'abandonne à ce brillant espace, le brillant espace c'est encore la mer. Sur les maisons des morts, mon ombre passe.
qui m'apprivoise à son frêle mouvoir. Donc il y a un rapport comme ça avec son ombre qui passe sur les tombes, hein, les maisons des morts. Donc vous voyez l'image. Il est là, il se croyait l'égal d'un dieu, et d'un seul coup il voit son ombre qui passe sur une tombe, et cette ombre-là, donc l'image de sa mort, l'apprivoise. Il se sent comme ça rentrer doucement en communication avec sa mort. On continue. L'âme exposée aux torches du solstice, je te soutiens, admirable justice de la lumière aux armes sans pitié. Je te rends pur à ta place première. Regarde-toi. Mais rendre la lumière suppose d'ombre une morne moitié. Alors là, c'est une strophe qui est quasiment intégralement dévouée à la lumière. Donc le poète parle vraiment au soleil, quoi, à la lumière. Partout dans le poème, toutes les références à ce qui brille, à ce qui scintille, c'est la lumière. Donc soleil, lumière, or, tout ça, c'est le rapport à la lumière. Et cette strophe nous apprend que la lumière, c'est en fait la métaphore de la vérité. L'âme exposée aux torches du solstice. C'est vraiment, je me présente devant la lumière, devant la vérité pure, devant la vérité, je me présente telle qu'elle, quoi, et j'ai un rapport avec elle très franc, exposé aux torches du solstice. Regarde-moi, la vérité et lui communiquent d'égal à égal. Je te soutiens, admirable justice de la lumière aux armes sans pitié. Tu peux y aller, vas-y, éclaire-moi. Je te rends pur à ta place première. Là-haut, au soleil, ce qui fait la lumière. Regarde-toi. Il dit pas regarde-moi, il dit regarde-toi, c'est-à-dire je suis vraiment ton égal, je suis ton miroir. Mais rendre la lumière suppose d'ombre une morne moitié, c'est-à-dire qu'il est dans un état mental où il communique vraiment avec les choses les plus pures, les dieux, la vérité, la lumière, mais il n'oublie pas qu'il est mortel, mais rendre la lumière suppose d'ombre, qui vient de voir à la strophe d'avant, une morne moitié. Toujours ce rapport très ambigu entre l'ombre, la lumière, la vie et la mort, le mouvement et la fixité. On continue. Ô pour moi seul, à moi seul, en moi-même, auprès d'un cœur, aux sources du poème, entre le vide et l'événement pur, j'attends l'écho de ma grandeur interne, amère, sombre et sonore citerne, sonnant dans l'âme un creux toujours futur. Eh bien, à ce moment-là, là où il est arrivé, il se demande qui il est. Il peut se le demander. Il a pensé qu'il était vraiment vivant parce qu'il sentait, il avait découvert la vérité qu'être vivant c'était être en train de mourir, même très lentement. Il soutient l'admirable justice de la lumière aux armes sans pitié, et donc dans cet état de pure franchise, il se demande qui je suis. Oh, et là il se recueille, on le sent vraiment dans le début du poème, dans le début de la strophe. Oh, pour moi-même, à moi seul, en moi-même, oh pour moi seul, pardon, oh pour moi seul, à moi seul, en moi-même, auprès d'un cœur, vraiment c'est un recueillement très très pur, aux sources du poème, entre le vide et l'événement pur. Et il arrive à s'immobiliser entre ce qu'il y a de complètement vide et le pur événement. J'attends l'écho de ma grandeur interne. Je m'écoute, quoi, il est dans un état de recueillement, il écoute ce qui se passe en lui. Donc ma grandeur interne qui est amère, sombre et sonore citerne, c'est une caisse de résonance, quoi, sonnant dans l'âme un creux toujours futur. Et dans cette strophe, il y a donc cette fameuse question qui suis-je et déjà, en filigrane, la question du temps qui passe. Hein, c'était présent au vers 3, entre le vide et l'événement pur, et le dernier vers, sonnant dans l'âme un creux toujours futur. Ça fait référence au côté insaisissable du présent. Présent, le passé ça existe, le futur ça va exister, mais entre les deux le présent est complètement flou, quoi, insaisissable. Donc, à la fin de cette strophe-là, on est avec lui en train de se demander qui il est. Il se demande qui je suis. On continue. Sais-tu, il va falloir se demander à qui il parle. Sais-tu, fausse captive des feuillages, golfe mangeur de ces maigres grillages, sur mes yeux clos, secrets éblouissants, quel corps me traîne à sa fin paresseuse, quel front m'attire à cette terre osseuse, une étincelle y pense à mes absents. Donc les cinq premiers vers, c'est une seule phrase, une phrase interrogative, c'est donc une question. Il dit « sais-tu » Alors à qui il parle ?
Eh bien, il parle à la lumière. La lumière, c'est la fausse captive des feuillages. Vous avez un feuillage, et vous avez l'impression que la lumière est prisonnière du feuillage. Tout de suite après, le vers d'après, il renverse l'image. Golfe mangeur de ces maigres grillages. Donc les maigres grillages, c'est les feuilles. Et parfois, on a l'impression que la lumière est prisonnière des feuilles, mais parfois, quand les feuilles bougent, on a l'impression que c'est la lumière qui mange les feuilles. Donc c'est une prouesse poétique d'avoir inversé l'image comme ça en deux vers. Sais-tu, fausse captive des feuillages, golfe mangeur de ces maigres grillages, sur mes yeux clos, secret éblouissant. Ça ne peut être que la lumière, parce qu'on ne peut pas la regarder, on ne peut pas regarder le soleil, ça brûle les yeux. Donc sur mes yeux clos, secrets éblouissants, il y a des secrets qui se forment sur mes yeux, parce que je ne peux pas regarder le soleil. Sais-tu quel corps me traîne à sa fin paresseuse? Sais-tu qui je suis? Sais-tu quel corps me traîne à sa fin paresseuse, c'est-à-dire la mort? Quel front l'attire à cette terre osseuse? Là, l'image est très claire, la terre osseuse, la terre dans laquelle il y a des os, donc ma mort. Donc, lumière, vérité, peux-tu me dire qui je suis? Si on résume le sens, ça donne exactement ça. Et le dernier vers, une étincelle, donc dans ce front, dans cette tête qui pense, une étincelle y pense à mes absents. Il va sans doute évoquer bientôt les morts, les proches de lui qui sont morts. Mes absents, mes aïeux, quoi. La strophe suivante. Fermé, sacré, plein d'un feu sans matière, fragment terrestre offert à la lumière, ce lieu me plaît. Dominé de flambeaux, composé d'or, de pierre et d'arbres sombres, où tant de marbre est tremblant sur tant d'ombre, la mer fidèle y dort sur mes tombeaux. Bon, et bien là, c'est une description du cimetière. Tout fait référence au cimetière. Fermé, un cimetière c'est fermé. Sacré, c'est un lieu sacré. Plein d'un feu sans matière. Donc le feu, encore une fois, on a vu que c'était l'image de la vérité. Ça va se confirmer partout dans le poème. Donc plein d'un feu d'une vérité sans matière. La mort, c'est un mystère. Qu'est-ce qui se passe après? Fragment terrestre offert à la lumière, c'est parfaitement ce qu'est un cimetière. Fragment terrestre, un bout de terre offert à la vérité. Ce lieu me plaît, j'aime être ici, dans ce cimetière, dominé de flambeaux, le soleil, composé d'or, encore une fois, d'or, de lumière, de vérité, composé de vérité, de pierre et d'arbres sombres. Quand je dis composé de vérité, c'est toujours la vérité que être vivant, c'est être en train de mourir. C'est la grande vérité, quoi, sur la vie. Composé d'or, de pierre, les pierres tombales, les tombes, et d'arbres sombres, ça c'est limpide, où tant de marbre est tremblant sur tant d'ombre, la mer fidèle y dort sur mes tombeaux. Et là, ça c'est vraiment une description presque objective de là où il se trouve, quoi. Il y a juste un verbe qui est troublant, c'est le verbe tremblant, à l'avant-dernier vers de la strophe, où tant de marbre est tremblant sur tant d'ombre. Pourquoi le marbre, donc les pierres tombales, sont-elles tremblantes sur tant d'ombre? Donc tant d'ombre, c'est-à-dire tant de cadavres, quoi, tant de gens qui sont morts. Eh bien, j'y vois encore le caractère flou, indéterminé de la frontière entre la vie et la mort. Le marbre est incertain, c'est pas trop le rapport, en tout cas poreux, entre la vie et la mort. Donc, si on résume un peu là où on en est, parce que pour pas perdre le fil, il est donc arrivé à un degré de méditation où il se sent l'égal des choses les plus importantes, la vie, la mort, la vérité, les dieux. Il se demande qui il est et il évoque ce cimetière pour lui répondre. On continue. Chienne splendide, écarte l'idolâtre. Quand, solitaire au sourire de pâtre, je paie longtemps, mouton mystérieux, le blanc troupeau de mes tranquilles tombes, éloigne-en les prudentes colombes, les songes vains, les anges curieux. Souvenez-vous, il en est. Il est en train de se demander qui il est. Vraiment. Pour de vrai, quoi, qui il est. Et il commence la strophe en disant « Chienne splendide, écarte l'idolâtre ». C'est quoi chienne splendide? Une chienne, c'est la chienne de garde. C'est la chienne qui repousse les mauvais assauts. Et en l'occurrence, les mauvais assauts de sa pensée. Chienne splendide, c'est la lumière, c'est la vérité. Chienne splendide, écarte l'idolâtre. Je ne veux pas être un idolâtre. Qu'est-ce que ça va vouloir dire? On aura la réponse dans cette strophe. Quand, solitaire au sourire de pâtre, je paie longtemps
je paie du verbe paître, hein, je me repais. Mouton mystérieux, le blanc troupeau de mes tranquilles tombes. Il n'est pas en train de manger les tombes, hein, c'est une nourriture spirituelle. C'est-à-dire, il est en train de méditer à ce que c'est que d'être mort, ce que c'est que le peuple des morts qui est là. Donc, quand je pense à tous les morts, éloigne-en les prudentes colombes, les songes vains, les anges curieux. Qu'est-ce que ça veut dire ça, les prudentes colombes? Ben, c'est tous les sentiments naïfs, tous les sentiments éthérés, toutes les images d'Épinal qu'on se fait de la mort. Les songes vains, même chose. Les anges curieux, c'est-à-dire des figures symboliques de la mort. Il dit dans cette strophe, il dit à la vérité, ne me fais pas idolâtre. Je ne veux pas penser la mort comme quelque chose de lointain, d'imaginaire, même de romantique ou quoi. Non, non, je veux la penser concrètement, le plus concrètement possible. C'est ça que ça veut dire cette strophe, je vous la relis. Chienne splendide, écarte l'idolâtre. Quand, solitaire au sourire de pâtre, je paie longtemps, mouton mystérieux, le blanc troupeau de mes tranquilles tombes, éloigne-en les prudentes colombes, les songes vains, les anges curieux. Je veux penser la mort comme quelque chose de concret. En tout cas, je veux la penser concrètement. Je refuse les images qui nous bercent d'illusions. Je continue. Ici venu, l'avenir est paresse. L'insecte net gratte la sécheresse. Tout est brûlé, défait, reçu dans l'air à je ne sais quelle sévère essence. La vie est vaste, étant ivre d'absence, et l'amertume est douce, et l'esprit clair. Et bien là, il en parle concrètement de la mort, il en parle très concrètement. Ici venu, donc ici, dans un cimetière, l'avenir est paresse. L'image est nette, hein. L'insecte net gratte la sécheresse. Il va jusqu'à nous décrire un détail du tableau extrêmement précis, extrêmement concret. Un insecte qui gratte la pierre sèche, quoi. On est en plein été, l'insecte net gratte la sécheresse. Tout est brûlé, défait, reçu dans l'air à je ne sais quelle sévère essence. La mort est donc encore quelque chose de mystérieux, mais évoqué de manière quand même concrète. On a le sentiment dans ces vers-là de voir la poudre des chemins, la sensation de la chaleur. Tout est brûlé, défait, reçu dans l'air à je ne sais quelle sévère essence. C'est quand même un sentiment assez concret. La vie est vaste, étant ivre d'absence, et l'amertume est douce, et l'esprit clair. C'est-à-dire que quand il pense à la mort de manière concrète, eh bien, il y pense pas du tout avec angoisse, au contraire. La vie est vaste, étant ivre d'absence. Ça, c'est un vers qui vaut qu'on s'y arrête un petit peu, parce que on pourrait penser que justement le fait de penser si concrètement à la mort, ça l'angoisse, ça le remplisse de crainte, et bien pas du tout. Il dit la vie est vaste, étant ivre d'absence. C'est-à-dire que après la vie, il n'y a rien du tout, mais justement ça rend ma vie à moi très vaste. Plus je pense à la mort, plus je me sens vivant. C'est ça qu'il nous dit. Et l'amertume est douce, et l'esprit clair. C'est-à-dire que j'ai regardé la mort avec courage, courageusement, sans me faire de film, sans me faire d'illusions. Et ce que je reçois de ma pensée à ce moment-là, c'est un esprit complètement clair, et en même temps une pensée très douce. La pensée du vide, comme la fin de la vie, mais du coup, la vie devient très remplie. Donc le fait de penser à la mort concrètement nous fait aussi penser à la vie, encore plus concrètement, et sans angoisse. Je continue. Les morts cachés sont bien dans cette terre qui les réchauffe et sèche leur mystère. Midi là-haut, midi sans mouvement en soi se pense et convient à soi-même. Tête complète et parfait diadème, je suis en toi le secret changement. Alors les deux premiers vers du poème, de la strophe, sont assez clairs, hein, et d'ailleurs ils font référence au côté très concret de la mort que le poète veut évoquer. Les morts cachés sont bien dans cette terre qui les réchauffe et sèche leur mystère. Vous voyez à quel point c'est une description matérielle du lieu où il est. Tellement matérielle que la chaleur du soleil sèche le mystère de la mort. Ça devient quelque chose de vraiment matériel, de très concret, très même sensuel, on peut le toucher, quoi. Et après, la suite de la strophe parle un petit peu d'autre chose.
Midi là-haut, le soleil. Midi sans mouvement, cette impression qu'à midi tout est fixe, tout est écrasé, tout est immobile. Midi sans mouvement en soi se pense et convient à soi-même. Là encore, c'est le développement de cette idée de fixité, d'immobilité du temps à midi. Midi là-haut, midi sans mouvement en soi se pense et convient à soi-même. Il n'y a rien qui bouge. Tête complète et parfait diadème, je suis en toi le secret changement. En toi, c'est au soleil qui parle, il parle au soleil. Et il dit au soleil, tu es une tête complète et parfait diadème, tête complète, pardon, c'est la mienne, tête complète, et parfait diadème, un diadème c'est donc une couronne, donc le soleil me couronne, le soleil est exactement au-dessus de ma tête, je le porte comme un diadème, comme une couronne, je suis en toi, soleil, le secret changement. C'est-à-dire que le soleil, c'est l'immobilité. Le soleil à midi devient la métaphore de l'immobilité, du temps qui ne s'écoule plus, et dans cet univers où rien ne s'écoule plus, le seul qui change, c'est moi. Je suis en toi le secret changement. Tu n'as que moi pour contenir tes craintes. Mes repentirs, mes doutes, mes contraintes sont le défaut de ton grand diamant. Mais, dans leur nuit toute lourde de marbre, un peuple vague aux racines des arbres a pris déjà ton parti lentement. Cette strophe développe la même idée, l'opposition entre l'immobilité et le mouvement. Il parle toujours au soleil au début de la strophe en lui disant « Tu n'as que moi pour contenir tes craintes ». Le soleil n'a qu'une seule crainte, le soleil donc, encore une fois, la lumière, la vérité, n'a qu'une seule crainte, c'est que les choses bougent. La vérité n'a de valeur que quand elle est fixe, que quand elle est stable. Eh bien, celui qui vit, le poète, celui qui est vivant, est craint par la vérité. Tu n'as que moi pour contenir tes craintes. Je suis ta crainte, vérité. Mes repentirs, mes doutes, mes contraintes, tout ce qui fait la vie mentale, tout ce qui fait que la vie est variée, sont le défaut de ton grand diamant. Le défaut de l'immobilité. Moi je change, toi tu restes fixe. Mais, dans leur nuit toute lourde de marbre, la nuit de la mort, la nuit des gens qui sont morts, un peuple vague aux racines des arbres, ça c'est très clair, a pris déjà ton parti lentement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est mort, on a pris le parti de l'immobilité, on a pris le parti de la vérité, plus rien ne bouge. Et on sent ici que cet aspect parfaitement immobile et éternel de la mort attire aussi le poète qui admire qu'il y ait des vérités absolument immuables, comme celle du soleil ou de la mort. On continue. Je vais vous relire peut-être cette strophe-là. Tu n'as que moi pour contenir tes craintes. Mes repentirs, mes doutes, mes contraintes sont le défaut de ton grand diamant. Mais, dans leur nuit toute lourde de marbre, un peuple vague aux racines des arbres a pris déjà ton parti lentement. Ils ont fondu dans une absence épaisse. L'argile rouge a bu la blanche espèce. Le don de vivre a passé dans les fleurs. Où sont des morts, les phrases familières, l'art personnel, les âmes singulières, la larve file où se formaient des pleurs. Cette strophe-là, elle est vraiment séparée en deux à sa moitié. Il continue, le poète, au début à parler donc du peuple des morts. Ils ont fondu dans une absence épaisse, voilà qui est tout à fait limpide. L'argile rouge a bu la blanche espèce, les corps se sont dissous, la terre les a mangés, dissous, et le don de vivre a passé dans les fleurs. C'est tout à fait limpide, enfin. Quand on meurt, on devient de la matière, cette matière organique pourrit, et puis il devient de la terre et fertilise la terre, et la vie elle-même contenait notre propre corps est passée dans un végétal. Et la seconde partie de la strophe. Où sont des morts les phrases familières, l'art personnel, les âmes singulières, la larve file où se formaient des pleurs. Ça aussi c'est assez limpide. C'est l'évocation de la douleur d'avoir perdu quelqu'un et la nostalgie de ce qui le caractérisait, comme quelqu'un de singulier, de personnel. Et la strophe d'après est exactement dans ce ton-là, ce ton de la mélancolie et du rapport triste aux gens qu'on a perdus. Les cris aigus des filles chatouillées, les yeux, les dents, les paupières mouillées, le sein charmant qui joue avec le feu, le sang qui brille
aux lèvres qui se rendent, les derniers dons, les doigts qui les défendent, tout va sous terre et rentre dans le jeu. Cette strophe-là, je crois que je ne vais même pas la commenter parce qu'elle est pleinement limpide, peut-être dire quelque chose sur le fait que le poète ait choisi à ce moment-là d'insister sur les aspects sensuels de la vie pour illustrer par contraste la violence de les avoir perdus. Les cris aigus des filles chatouillées, vous voyez cette image. Les yeux, les dents, les paupières mouillées, le sein charmant qui joue avec le feu. Évidemment, il parle du désir. Le sang qui brille aux lèvres qui se rendent à un baiser. Les derniers dons, les doigts qui les défendent, tout va sous terre et rentre dans le jeu. Il électrise véritablement la vie dans ce qu'elle a de plus saillant, de plus désirable, pour nous faire, par contraste, ressentir ce que c'est que la mort. Et après, ça change complètement. En vous, et vous, grande âme, espérez-vous un songe qui n'aura plus ces couleurs de mensonge qu'aux yeux de chair l'onde et l'or font ici? Chanterez-vous quand serait vaporeuse? Allez, tout fuit, ma présence est poreuse, la sainte impatience meurt aussi. Donc là, il parle à son âme, et vous, grande âme au singulier, c'est forcément la sienne, espérez-vous un songe qui n'aura plus ces couleurs de mensonge? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que je vois est sans doute un mensonge aux yeux de la vérité que je viens de découvrir, c'est-à-dire que je suis vivant si je suis en train de mourir, et que la vie n'a de valeur que quand on pense à la mort. Aux yeux de cette vérité tellement énorme, eh bien tout ce que je vois ici a la couleur du mensonge, d'une illusion. Espérez-vous un songe, c'est-à-dire une autre vérité, qui n'aura plus ces couleurs de mensonge qu'aux yeux de chair, qu'aux vrais yeux, l'onde et l'or font ici, évidemment toujours la mer qui scintille là-bas. Chanterez-vous quand serez vaporeuse? Il parle à son âme. Est-ce que quand je serai mort, tu continueras à chanter? Déjà la question de l'immortalité commence à poindre. Allez, tout fuit, ma présence est poreuse. La sainte impatience meurt aussi. Le fait que moi je désire, la sainte impatience, la vigueur à vivre, meurt aussi. En fin de compte, tout disparaît. Il n'y a rien qui est stable, rien qui est fixe. Et le poète, là, se désespère de cette désillusion. Comme évoqué lors de la strophe que je viens d'expliquer, dans la strophe suivante, il va parler de l'immortalité. On sent un sentiment désabusé à la fin de cette strophe-là, je vais vous la relire. Et vous, grande âme, espérez-vous un songe qui n'aura plus ces couleurs de mensonge qu'aux yeux de chair l'onde et l'or font ici? Chanterez-vous quand serez vaporeuse? Allez, tout fuit, ma présence est poreuse, la sainte impatience meurt aussi. Maigre immortalité, noire et dorée, consolatrice affreusement laurée, qui de la mort fait un sein maternel, le beau mensonge et la pieuse ruse, qui ne connaît et qui ne les refuse ce crâne vide et ce rire éternel. Toujours dans une humeur assez désabusée, le poète s'en prend à l'immortalité, cette promesse qu'on nous fait, que certaines religions nous fait de l'immortalité. Quand on sera mort, on ira rejoindre les cieux, l'âme, elle, va continuer à vivre, etc. Eh bien, le poète n'y croit pas du tout. Maigre, déjà elle est maigre. Maigre immortalité noire et dorée. Noire parce que c'est quand même effrayant, et puis dorée parce que finalement c'est consolant. Consolatrice, affreusement laurée. Laurée, c'est-à-dire couronnée de laurier, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de gloire à cette immortalité de la mort. Les gens qui sont morts deviennent des figures tutélaires. Consolatrice affreusement laurée, qui de la mort fait un sein maternel. Le beau mensonge et la pieuse ruse, ne nous mentez pas, c'est une illusion. Il n'y a rien du tout après la mort, et tout ce qui promet une vie éternelle, où les justes seront rachetés, etc., tout ça, le poète n'y croit pas du tout. Il refuse en bloc tout ce qui peut tout ce qui peut être assimilé à une vie après la mort. Qui ne connaît et qui ne les refuse ce crâne vide et ce rire éternel? Le rire éternel, c'est-à-dire cette joie éternelle. Le fait qu'une fois qu'on sera mort, on sera parfaitement heureux tout le temps, etc. Il refuse tout ça. Je continue. Père profond, têtes inhabitées, qui sous le poids de tant de pelletés êtes la terre et confondez nos pas. Le vrai rongeur, le ver irréfutable, n'est point pour vous qui dormez sous la table. Il vit de vie, il ne me quitte pas. Et tout de suite, il répond à ce refus de l'immortalité,
Et il parle aux pères profonds, c'est-à-dire aux cadavres, qui sont eux pour de vrai, dans la vraie terre, têtes inhabitées, qui sous le poids de tant de pelletés. Vous voyez comment il insiste sur le concret de l'image, le poids de tant de pelletés. Êtes la terre et confondez-nous pas. Vous qui êtes la terre. Là, il descend vraiment, il plonge dans la matière même de ce que c'est que la mort. Le vrai rongeur, le ver irréfutable, le ver qui mange la chair des personnes mortes, hein, n'est pas pour vous qui dormez sous la table. Il vit de vie, il ne me quitte pas. Autrement dit, la mort ne travaille pas les morts, elle travaille les vivants. C'est moi qui suis en train de mourir, puisque je suis vivant. Quand on est mort, c'est terminé. Amour peut-être, ou de moi-même haine. Sa dent secrète est de moi si prochaine que tous les noms peuvent lui convenir. Qu'importe. Il voit, il veut, il songe, il touche. Ma chair lui plaît, et jusque sur ma couche, à ce vivant, je vis d'appartenir. C'est toujours la même idée. Amour peut-être, ou de moi-même haine. Est-ce que ce ver de terre, hein, est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'il me hait? On ne sait pas. Et à ce moment-là est évoquée la fameuse jalousie des dieux à notre égard. Eux sont éternels et ils nous envient d'être mortels, parce qu'en tant que mortels, nous avons plus de désirs, plus de risques. Amour peut-être, ou de moi-même haine, sa dent secrète, la dent du ver de terre, hein, est de moi si prochaine que tous les noms peuvent lui convenir. Qu'importe. Il, le ver, il voit, il veut, il songe, il touche, il peut tout, il est absolument puissant. Ma chair lui plaît, et jusque sur ma couche, à ce vivant, je vis d'appartenir. Donc je dépends d'un ver de terre, qui est une magnifique représentation du côté à la fois sublime et dérisoire de notre existence. Zénon, cruel Zénon, Zénon d'Élée, m'as-tu percé de cette flèche ailée qui vibre, vole et qui ne vole pas? Le son m'enfante et la flèche me tue. Ah, le soleil, quelle ombre de tortue pour l'âme, Achille immobile à grands pas. Alors là, le poème fait directement référence à un philosophe grec bien connu qui s'appelle Zénon d'Élée. Élée, c'est la ville d'où il vient. Et ce philosophe a créé une métaphore connue du mouvement, qui est la métaphore de la flèche. Donc, je tire une flèche. Avant que cette flèche ait atteint sa cible, elle doit déjà parcourir la moitié de la distance qui la sépare de cette cible. Et avant de parcourir la moitié de cette distance, elle doit parcourir la moitié de cette nouvelle distance. Donc la moitié de la distance totale. Avant de parcourir la moitié de la moitié, elle doit encore parcourir la moitié, etc., etc. Donc théoriquement, si on pense le mouvement en termes de stations successives, la flèche ne part jamais. C'est le paradoxe de la flèche de Zénon d'Élée. C'est un paradoxe bien connu dans la philosophie qui illustre le fait qu'il est impossible de penser le mouvement. On arrive à découper le mouvement en plusieurs petites stations, mais aussi petites les stations soient-elles, on n'arrive jamais à penser le mouvement dans son ensemble. Et le poème utilise cette métaphore pour la rapprocher de la vie elle-même, c'est-à-dire entre la naissance et la mort. On pourrait penser que c'est la flèche qui part et qui atteint son but, et on n'arrive absolument pas à saisir le mouvement qui nous y conduit, quoi. On n'arrive pas à saisir le présent. Et c'est le sens du 4e vers de cette strophe. Le son m'enfante et la flèche me tue. Le parallèle entre le son qui m'enfante ma naissance et la flèche qui me tue ma mort. Ah, le soleil, quelle ombre de tortue pour l'âme, Achille immobile à grands pas. Là, c'est une référence à une autre métaphore antique de Achille et la tortue qui font la course, et qui dit à peu près la même chose que la flèche de Zénon d'Élée. Donc il y a une tentative dans cette strophe d'expliquer le mouvement et un constat d'échec. On ne peut pas penser le mouvement. Et on sent que le poète est désabusé, même en colère, face à cette impasse. Alors il va essayer de sortir de l'impasse. Non, non, debout dans l'air successive, brisez mon corps cette forme pensive, buvez mon sein la naissance du vent. Une fraîcheur de la mer exhalée me rend mon âme, ô puissance salée. Courons à l'onde en rejaillir vivant. Donc voilà une tentative, une révolte
du poète à vivre dans une ère intellectuelle, dans l'ère successive. Dans l'ère successive, c'est l'ère dans laquelle on est, la condition d'être toujours contraint à des successions et jamais dans une totalité de mouvement. Debout dans l'ère successive, briser mon corps cette forme pensive, c'est-à-dire mon corps devient plus important que ma pensée. Il y a une révolte là du corps contre la pensée, à dire vivons malgré tout, vivons quand même. Buvez mon sein la naissance du vent. Encore une fois, dès que Paul Valéry essaye de se mettre du côté de la vie, on a des images très sensuelles qui arrivent. Buvez mon sein, donc mes poumons, la naissance du vent. C'est une grande inspiration. Une fraîcheur de la mer exhalée me rend mon âme. J'ai le sentiment de m'appartenir. Ô puissance salée, courons à l'onde en rejaillir vivant. Donc, il veut vivre, malgré tout. Oui, grande mer de délire douée, peau de panthère et chlamyde trouée, de mille et mille idoles du soleil, hydre absolue, ivre de ta chair bleue, qui te remord l'étincelante queue dans un tumulte au silence pareil. Le poème va bientôt se terminer, c'est l'avant-dernière strophe. Il revient à une description de la mer, très tumultueuse, grande mer de délire douée, donc douée de délire, mouvement de la mer, peau de panthère, donc qui bouge, et chlamyde trouée. Alors chlamyde, c'est un mot savant et désuet pour dire un manteau, c'est un grand manteau en fait, donc une toile, une voile, un grand manteau, une sorte de cape. Chlamyde trouée de mille et mille idoles du soleil, donc les fameux petits diamants qui scintillent dans la mer quand le soleil frappe dessus. Hydre absolue. Alors une hydre, vous savez, c'est un monstre qui, quand on lui coupe la tête, il y a 2 ou 3 têtes qui repoussent tout de suite. Donc la mer serait une sorte de grand monstre avec des têtes toujours coupées et toujours renaissantes. Ivre de ta chair bleue, la chair de la mer et la chair du monstre, qui te remord l'étincelante queue, le côté cyclique de la mer, la vague vient, elle arrive, elle repart, dans un tumulte au silence pareil. Donc là, c'est vraiment une sorte de résumé de tout ce que la mer nous a invoqué, de désordre et en fin de compte de cycle. Donc dans tout ce désordre de la mer, qui ressemble au désordre de la vie, le vent se lève, il faut tenter de vivre. L'air immense ouvre et referme mon livre, la vague en poudre ose jaillir des rocs. Envolez-vous, page tout éblouie, rompez, vague, rompez, d'eau réjouie, ce toit tranquille où picoraient des phoques. Le vent, la mer, tout ça balaye toute l'histoire qu'on vient de raconter, toute la réflexion qu'on a eue sur le mouvement, sur ce que c'était que de vivre, sur ce que c'était que de mourir. Et l'air immense ouvre et referme mon livre, l'alpha et l'oméga, le début et la fin, tout en même temps, tout ça est balayé par le désir de vivre, malgré tout, malgré les échecs de la pensée. La vague en poudre ose jaillir des rocs, encore une fois des images très parlantes, très sensuelles, quoi, dont Paul Valéry a le secret. Envolez-vous, page tout éblouie, rompez, vague, rompez d'eau réjouie, ce toit tranquille où picoraient des phoques. Et là, c'est une manière magnifique de clore le poème qui commençait, souvenez-vous, par ce toit tranquille où marchent des colombes. Eh bien, ce toit tranquille réapparaît au tout dernier vers du poème. Pour répondre à notre énigme initiale, on se demandait ce que c'était au tout premier vers que les colombes, ce toit tranquille où marchent des colombes. Le tout dernier vers nous dit ce toit tranquille où picoraient des phoques. Et les phoques du poème, là, c'est F-O-C-S et pas P-H-O-Q-U-E, c'est pas les animaux. Les phoques, c'est les voiles, la voile avant d'un bateau à voile. Ça s'appelle un phoque. Et au picoret des phoques, on a évidemment picoret qui nous renvoie à l'image de la colombe, des oiseaux qui picorent, et qui nous dessine le mouvement du bateau sur l'onde, qui fait exactement comme un oiseau qui picore, qui pique la tête comme ça de temps en temps à chaque vague. Donc voilà cette manière de reconstituer, de clore intégralement le poème avec cette nouvelle image, en nous donnant la réponse à l'énigme posée au premier vers.